Moi je m'appelle Samuel Laborde. Je m'appelle Ingrid. Je m'appelle Léa. Je m'appelle Maë Torres. Je m'appelle Héloïse. Moi c'est Gladys. Je m'appelle Arto. Je m'appelle Elisa. Moi c'est Lucie. J'ai 24 ans. Je suis en deuxième année de psycho à Paris 13. J'ai 21 ans et je travaille chez Pomme de Pin. J'ai 19 ans. J'ai 19 ans aussi. J'ai 16 ans. Je suis au lycée en première. J'ai 32 ans. Moi je travaille pour une asso qui s'appelle Emmaüs Connect. J'ai aussi 16 ans et en première et au lycée. Je viens du collège Maurice Ravel. Je suis au lycée Sophie Germain et je compte tenter médecine l'année prochaine. Ouais, je suis au lycée Sophie Germain aussi. Moi, je pars plutôt sur du droit, dans l'idée de juge d'instruction. Moi, mon travail, c'est de trouver un homme riche. Oh mon Dieu. Je suis au lycée Sophie Germain avec physique et maths. C'est un peu inhabituel. Je vais faire Sciences Po l'année prochaine. On a mal commencé. Je viens de la région parisienne. Et j'habite à Vincennes. Je suis région parisienne aussi. J'habite à Fontenay-sous-Bois. Je suis née à Saint-Brieuc, en Bretagne. Et après, mes parents ont déménagé à Nantes. Et moi, je rêvais de venir à Paris. Je suis venue à Paris, je me suis installée là. Je suis un ami d'enfance de Maë. À un moment, on s'est perdu de vue. En fait, on habitait dans le même quartier et tout, mais après, j'ai déménagé et on s'est revus il n'y a pas si longtemps. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Et après, on se rappelait et tout. Il m'a invité chez lui et c'est comme ça que j'ai rencontré Hugo. Et que là, aujourd'hui, je vais rencontrer Samuel. Salut mec. Moi, je veux faire dans l'art, je veux faire du cinéma d'animation. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et en mode, j'ai commencé avec un truc gratuit à genre Châtelet-Léal, ça s'appelle Tumo. J'ai découvert l'animation là-bas. Franchement, c'était trop cool. Et du coup, après, j'ai demandé du matos, un peu, une tablette graphique. Donc j'ai commencé à en faire. Et voilà, franchement, je fais des projets tout seul et c'est vraiment cool. Et là j'ai commencé à essayer sur papier aussi. Et franchement, sur papier, c'est génial aussi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller traînailler un petit peu à droite, à gauche, enfin me promener dans Paris. Actuellement c'est fermé donc je fais rien de ma vie. Beaucoup d'empreintes DVD, beaucoup de jeux vidéo auxquels je jouais quand j'étais très très jeune. Un petit peu de balade, beaucoup de rêveries aussi. J'aime bien Paris d'une façon générale. Il y a des lieux un petit peu insolites que je découvre tout en habitant dans le coin. Je suis parti dans l'Oise avec des copains, c'est pour ça que je suis toujours un peu fatigué là. Mais il y en a un copain en l'occurrence qui a une maison à la campagne. Et du coup on a fait une putain de soirée là-bas. Et je peux te dire que j'ai avalé des litres d'alcool. On s'est tapé une murge mais c'était si drôle aussi. Je pense que c'est ça mon meilleur souvenir du mois clairement. Moi, en vrai, j'ai une grande gueule, mais je suis grave timide avec les gens avec qui je suis un peu proche. Donc, normalement, j'essaye de dire à ma crush là cette semaine qu'on va voir. Et c'est les moments un peu passés avec elle, quoi. Vous savez que les filles et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. On connaît. C'est pas que c'est pas une grande histoire d'amour, c'est que j'ai jamais eu de meuf. Et en l'occurrence, la semaine dernière, quand je suis parti à une des soirées, j'ai pécho pour la première fois de ma vie, les gars. Pareil. Et putain, c'était trop bien. C'était il y a genre 1 semaine et demie, 2 semaines. Je faisais un basket avec un pote à moi. On joue, tout se passe très bien. Si un V1, c'est cool. Après, on rentre, on passe à côté d'un parc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que de loin, on voit il y a une vingtaine de livreurs Deliveroo qui sont tous regroupés. Ils sont tous en train de genre parler entre eux et de pointer du doigt au sommet d'un arbre. Et on comprend pas en fait. On arrive, on regarde en haut de l'arbre. Et genre on voit rien en fait d'exceptionnel et on se dit bon ça doit être un nid d'oiseau, un truc comme ça. En arrivant on entend des cris, on entend moshi moshi, genre moshi tu sais le truc japonais là, et on comprend pas. Et en fait c'était une dame, elle était au pied de l'arbre, et elle criait, elle faisait moshi moshi. Au début on a pensé à un chat qui avait grimpé l'arbre pour bouffer les oiseaux, t'as vu. Et là on passe à côté, on voit elle a une putain de cage, mais genre énorme, avec un perroquet dedans. Et là on comprend tout de suite qu'en fait elle avait 2 perroquets. Et qu'il y en a un qui s'est barré, qui s'est réfugié dans l'arbre. Et du coup, t'avais son oiseau qui était avec les pigeons. Et elle était en mode Moshi, reviens et tout. Et on se tape vraiment une grosse barre de rire. Ensuite, on revient, on voit, elle est toujours là. Elle est désespérée. Elle est avec un téléphone et elle met genre des cris d'oiseau pour l'attirer. Mais genre, ça change rien. En plus, c'est trop triste parce que elle continue à crier. En plus, son oiseau, on le voit, il se barre. Genre, il s'en va de l'arbre et il va sur un toit. Et il va sur un immeuble en face du parc et du coup elle se retourne. Et elle fait Moshi. À un moment on rentre, franchement on est refait. Mais ça se termine pas là. 30 minutes, 40 minutes après chez moi, genre je suis au 4e étage. Donc
donc je suis haut quand même. Il y a ma fenêtre ouverte, j'entends Moshi, genre. À ma fenêtre, j'entends Moshi, je suis comme un ouf. Et là, je vais à mon balcon, je vois, il y a la dame, elle a fait tout le tour et ça s'arrête pas là. Parce qu'après 2 jours, 3 jours après, qu'est-ce que je vois dans la rue? Je vois des affiches. Genre, elle a mis des affiches. Elle en a mis une à l'endroit où elle avait perdu, où l'oiseau s'était barré. Et je pense que si j'arrive à le trouver, je suis sûr là, il doit être dans le quartier quelque part à se balader, t'as vu? Non mais moi je me dis c'est triste parce que c'est un oiseau domestiqué. En fait, en même temps il a sa liberté, c'est cool. Mais en même temps, genre ça se trouve, il se fait victime par des pigeons tous les jours. Genre si on arrive à le choper, on peut avoir une grosse récompense. Hein. Moi tous les étés, je vais faire du catamaran au Glénan. En gros, c'est une espèce d'assos dans des îles au large de la Bretagne. Et tu fais du bateau là-bas, t'es sur une île, franchement, c'est un peu Robinson Crusoe. Et quand tu navigues là-bas, genre, tu prends vraiment plaisir parce que t'as masse de vent. Ça peut être un peu la galère. Et là, c'était un jour où il y avait 21, 22 nœuds. Donc ça souffle vraiment fort. Et moi, j'étais avec mon pote, tu vois. C'est un peu mon compagnon de bateau. Donc on est dessus, tac, on navigue. Et t'as un endroit qu'on appelle la tête de mort, qui sont en fait des cailloux qui dépassent de l'eau. Et nous, on navigue, on était à fond, tu vois. Et on commence à bananer, c'est-à-dire le bateau, il commence à partir que sur une coque. Du coup, on était bien, on était tranquille. Moi, j'étais au trap, du coup, pour balancer le poids, tu vois, j'étais comme ça. Et je lui dis, par contre, fais gaffe à la tête de mort. Il me fait, non, t'inquiète, c'est bon, la marée, elle est haute. On passe, je vois pas les cailloux, je me dis, ça va. Sauf qu'en fait, c'était pas la tête de mort qu'il fallait craindre. Au moment où le vent, il accélère, il choque la grande voile. Du coup, la voile, elle se dégonfle. C'est moi qui étais comme ça. Je me prends une putain de vague de 2 mètres, je me retrouve à l'arrière du bateau, les gars, je vais mourir. J'ai eu envie de le passer par-dessus bord pendant, je crois, une demi-heure après. C'était la galère. Et voilà, deuxième anecdote, on a des espèces de charrettes pour transporter le matériel. Et j'avais un pote, il s'était fait grave mal. Du coup, on s'était dit quoi? Vas-y, on va le mettre sur la charrette et on va faire le tour de l'île. Sauf que t'as des endroits où les pentes, elles sont comme ça. Et il faisait nuit noire. On dégringole le truc. Et il fait, t'inquiète, si on tombe, de toute façon, tu meurs avant moi. Du coup, je cours. T'as la charrette, genre, elle rebondit. Lui, il était comme ça. Non, je peux pas mourir. Du coup, vas-y. Les Glénans, je reconseille. Bon, moi, je suis un gars depuis très longtemps. Je suis assez anxieux. J'ai tendance à être vite fait triste, tu vois. En mode, depuis un mois et demi, je me suis dit, vas-y, j'y vais, je me lance dans tout ce que je veux faire, tu vois. Et du coup, je me suis lâché, je vais me lancer dans le skate, tu vois, j'invite des potes pour faire du basket, je fais de la musculation, du yoga, j'ai commencé plein de trucs, la course à pied aussi. Et j'ai juste voulu me dire, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une jeunesse, tu vois. Et je me rappelle quand j'étais petite, j'ai cherché sur internet, c'était pas très accessible quand j'étais petite, internet, comment on active les zones énergétiques dans le corps. Et j'ai trouvé un petit dessin animé qui parlait de ça. J'ai regardé ça, mais je n'ai pas compris comment faire ça. Et depuis un moment, j'ai continué à penser, mais comment le faire. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, en fait, c'est possible. Avant, j'ai habité en Italie. Et l'Italie, c'est quelque chose de merveilleux. Mais vraiment, c'est un pays qui permet aussi à comprendre comment vivre et prendre la joie de la vie. Parce qu'on découvre la joie de la vie là-bas. Chaque moment que tu passes, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que les Italiens, ils sont très, très chaleureux, ils sont très sociables, tu te sens jamais seul là-bas. Même avec les voisins, ça se passe beaucoup plus ouvert. La joie, elle est dans les choses simples. Dans la France, je suis arrivée 2000 ans. Et après, avec Juif, je suis arrivée, ma fille elle avait 3 ans. Et là, elle a 15 ans. Elle vient d'hier. J'ai commencé à travailler en 2004 avec une dame à Paris, 16e. J'ai travaillé jusqu'en 2009. C'était quelqu'un de bien, il avait ses problèmes normaux. C'était une femme de 96 ans. Et malheureusement, elle a décédé avec nous à la maison, dans mon horaire de travail. Et c'était très dur, parce que c'était la première fois de ma vie, parce que nous, les Cubains, on n'est pas habitués là. C'était la première fois de ma vie qu'on allait au cimetière,
on dépose à quelqu'un et on allait au resto pour manger, pour parler de la personne et tout ça. Ouf. Ça me met à penser, je suis loin de ma famille. Malheureusement, j'ai perdu mon père, ça fait 4 ans déjà. Je n'étais pas là, j'ai perdu ma grand-mère aussi. Et tout ça, ça me fait, quelque part, ça fait du bien de s'occuper des autres. Moi, j'étais secrétaire, je travaillais dans les bureaux, dans le public, dans l'administration. Après, j'ai commencé à faire les cantines dans les écoles. Après, ça m'a plu. J'ai dit, tiens, je vais faire animatrice. J'ai fait animatrice, j'ai fait les bacs. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler en crèche avec les enfants. Et là, voilà, j'ai passé les CAP petite enfance. Là, je suis en train de voir pour faire auxiliaire périculture. Ça va faire 4 ans déjà que je travaille en crèche. Tous les jours, on apprend quelque chose. Les enfants, c'est vraiment une histoire de vivre. C'est extraordinaire, c'est super bien. Il y a des accidents, mais bon, c'est des morsures, ils se tapent, ils se griffent, mais c'est pas... Mais moi, je travaille en crèche parce que moi, j'aime bien m'occuper des enfants. C'est pour ça. Moi, j'adore m'occuper des enfants. Moi, je travaille en crèche, mais moi, j'adore, quoi. Du coup, ça fait un peu plus d'1 an qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans un bar avec des amis. On a un peu appris à se connaître pendant le premier confinement. On faisait pas mal de Netflix parties, de trucs comme ça. Donc ça nous a bien rapprochés, voilà. Et après, pendant l'été, du coup, on a passé vachement de temps ensemble. Et j'ai eu mon appartement il y a quelques mois. Du coup, elle est un peu tout le temps chez moi. Et du coup, on a décidé d'adopter un chat. Un chat, voilà. Je voulais adopter un chat. Et il y a quelques semaines, on était chez une pote, on avait un peu bu. Ne buvez pas d'alcool, c'est pas bien. Avec modération. Et voilà. Et il y a une de mes potes qui a dit oui, moi je dois donner un chat la semaine prochaine. Et Gladys, ici présente, a dit on va avoir un chat dans ce cas-là. Et du coup, une semaine après, le chat est arrivé chez nous. Et voilà, ça fait 2 semaines, on a un petit chat. Voilà. Et on a pour projet d'aller habiter au Canada ensemble et en Australie aussi, faire un peu des deux. Voilà. Ouais, en prenant nos animaux et puis avec un bar et tout. Voilà. Moi, j'ai participé, je crois que c'était il y a 1 semaine, au tremplin des jeunes talents à Vincennes. Et du coup, je suis allée chanter avec une copine sur scène à Pompidou, c'est dans Vincennes aussi. Et du coup, voilà, c'était super. C'était une expérience et tout. Il y avait grave une équipe aussi, donc voilà, c'était hyper sympa. On a chanté Creep de Radiohead, Toxic, mais version remasterisée de jazz, et Homeless, c'est pas très connu. Alors du coup, c'est former les gens. Donc on a des points d'accueil en fait dans plusieurs villes de France. On apprend aux gens à se servir du numérique, des usages de base du numérique, et après il y a toute la problématique de l'équipement où on vend justement du matériel à tarif solidaire. Il y a des personnes en fait qui de base étaient des bénéficiaires en fait, qui sont devenus bénévoles et qui du coup à leur tour forment des personnes exclues du numérique. Ouais, ça, il y en a. Le mouvement Emmaüs, on va dire qu'il y a 3 grandes familles, alors je ne me rappelle plus exactement des termes, mais il y a une branche qui s'appelle branche sociale solidarité et qui regroupe notamment des assos comme Emmaüs Solidarité, Label Emmaüs, c'est un peu comme le Bon Coin, mais pour Emmaüs en fait c'est de la vente d'objets de seconde main en ligne. On montait une plateforme et donc ça fait partie de cette branche là. Franchement sans les assos là, je pense qu'il y aurait pas mal de gens encore plus dans la merde qu'aujourd'hui. Donc après il y a des choses qui sont faites, hein. Il y a des budgets qui sont dégagés et justement l'inclusion numérique justement c'est un sujet qui commence à être pris au sérieux. C'est vrai que l'asso elle existe depuis 2013. Mais on va dire que c'est depuis l'année dernière et depuis le confinement qu'on commence vraiment à avoir une plus grande portée en fait même au niveau de la presse, au niveau de voilà, c'est un sujet qui commence vraiment à être compris et on en mesure plus l'impact depuis 1 an en fait, depuis le premier confinement où les gens se sont retrouvés pour certains, pour une grande partie, soit complètement coupés parce qu'ils n'avaient pas de connexion internet, donc ils ne pouvaient pas faire leurs démarches en ligne, soit pas du tout de carte SIM ou alors pas du tout d'équipement, pas d'ordinateur. Donc il y a notamment au niveau de la jeunesse, ça s'est vu au niveau des enfants qui ne pouvaient pas suivre leurs cours à la maison parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur à la maison, donc c'était compliqué pour les devoirs, tout ça. Et il y a eu une grosse problématique de décrochage scolaire justement pour laquelle il a fallu trouver des solutions. J'ai la chance depuis 2 ans d'avoir un pote qui a fait des podcasts sur le rugby. Il a créé ce podcast pour qu'on se voit entre amis, donc pour qu'on ait un lien. Et ce lien a très bien marché.
Et avec le confinement, on a dû repenser un peu notre concept parce qu'il y avait moins de matchs et on est passé sur autre chose. Et on a commencé à faire des interviews, dont bien évidemment je ne m'occupais pas parce que c'est pas mon truc. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, donc cette semaine, je fais ma première interview d'un joueur pro, qui est un mec que je suis depuis quelques années, que j'aime beaucoup. Et du coup, c'était très plaisant. Je suis allé sur un terrain que je ne connaissais pas et qui m'a beaucoup plu. Et c'était une belle expérience cette semaine. Ce mois-ci, j'ai joué à l'acteur, j'ai joué à jouer la comédie pour le court-métrage d'un de tes amis, César. Et non seulement c'est chouette, parce que toute nouvelle rencontre est importante, puisque la vie n'est qu'une addition de rencontres, donc c'est grandir un peu que de rencontrer d'autres. Ça m'a beaucoup plu de jouer à jouer, c'était très amusant, tout le monde était très plein de bonté, plein de volonté que tout aille bien. Mais aussi, dans un truc qui est un peu plus global, c'est qu'en ce moment je traverse une période un peu compliquée je vis ce qu'on peut appeler une disparition un peu dure. Et donc des disparitions comme ça sont régulièrement des rappels de l'éphémère de la vie et de à quel point tout ce qu'on construit finit par disparaître. Et en fait, ce faisant, sur ce court-métrage, j'ai rencontré des mecs passionnés par l'audiovisuel et qui voulaient aller dans cette direction. Je me suis revu il y a 15-20 ans, quand je faisais pareil, avec les mêmes aspirations et tout, et en fait ça m'a rappelé plus globalement sur la vie que non, tout n'est pas éphémère et tout ne finit pas, tout est réellement cyclique en fait. Tout recommence mais avec d'autres ou différemment, puisque moi aussi j'ai remis les pieds dedans d'une certaine façon. Ça m'a rappelé quelques émotions, pas mal d'émotions à vrai dire, et ça m'a surtout rappelé que tout était cyclique à vrai dire. Finalement Mufasa avait raison, tu vois, genre tout n'est qu'un cycle éternel, tout n'est qu'un recommencement. L'éphémère est éphémère que si on voit le monde d'un point de vue très, très personnel en fait. Quand tu m'as demandé quelle était ma petite pensée, ma petite anecdote sur cette année, c'était dur parce que je trouvais ça cruel parce que c'est vraiment l'année de merde quoi, tu vois. Dans cette année de merde, il y a eu, je pense que tout le monde s'est reconstruit différemment, tout le monde s'est projeté vers autre chose, tout le monde a dû se recalculer. Tu vois, il y a eu un reset en fait. Et même si en effet ça a été très dur, moi je garde de cette année l'espèce de bulle du premier confinement. C'est un truc où il a fallu se redéfinir, mais d'habitude, quelquefois, ta motivation pour faire des trucs, c'est de te dire putain, le monde avance, vas-y, je suis pas une brêle, faut que je me bouge le cul, tu vois, y a Michel, il fait ça, Mehdi, il fait ça, machin et tout, faut que je fasse un truc aussi. Là, pendant le premier confinement, le monde entier était arrêté, mais genre la planète entière ne bougeait pas, tu vois, personne ne pouvait rien foutre en fait, quoi. Et du coup, le fait personnellement, j'ai eu des projets à ce moment-là, et le fait d'être allé chercher des choses qui étaient beaucoup plus personnelles et qui n'étaient pas c'était pas pour ne pas rester sur le bas-côté pendant que le monde avance, non, c'était juste voilà, on n'a rien à faire, qu'est-ce qui me plaît, comment je veux organiser ma vie là pendant ces quelques semaines, ces quelques mois finalement. Et du coup, le premier confinement en tout cas m'a projeté vers autre chose et je trouve qu'il y a des leçons, même si c'est facile quand ça s'est bien passé pour moi, je pense qu'il y a des leçons à tirer de cette période un peu compliquée et dans cette redéfinition à laquelle on est tous forcés. Voilà. On s'est rencontrés au lycée, c'est un collège-lycée qui est à côté à Magnanville et on s'est rencontrés en 3e. Ouais, 3e. Moi j'étais déjà là-bas en 4e, donc voilà, on s'est connus là-bas. Pendant 2 ans, on était ensemble au lycée. C'est là où j'ai commencé à réfléchir de ce que je voulais faire comme métier. Et ma mère qui est infirmière, j'avais envie de faire comme elle. Enfin c'était pas pour faire comme elle, mais tout ce qu'elle me racontait et tout ça me donnait envie. Et mon beau-père il est pompier, et il était pompier justement à la caserne d'un cours. J'ai jamais trop su ce que je voulais faire. Mais franchement, j'étais déjà un peu attirée par ce monde. Et mon premier stage que j'ai fait, la première fois que j'étais à l'hôpital pour travailler, là je me suis dit c'est fait pour moi, j'adore. Et depuis j'adore tout ce que je fais. Même la crise, ça n'a rien changé, j'ai toujours envie. On sert à quelque chose et on est là pour aider les gens. Et... Enfin comme on dit souvent, on n'est pas des techniciens. On est vraiment là pour... Il y a un relationnel fort entre nous. Enfin c'est important, c'est fort et en même temps, on ne doit pas s'attacher. Enfin, on est tous les jours dans leur quotidien avec eux à les aider. Surtout en ce moment, en fait, ils n'ont plus de visite, ils ne voient plus personne. Finalement, ils ne voient que nous, on est leur quotidien. Moi, là où je travaille, il reste peut-être 2-3 mois, voire plus, sans voir d'autres gens. Donc, moi, ça fait que 2 ans que je suis dans ce monde-là. Et on ne doit pas s'attacher à eux et c'est dur. Parce que pour moi, ils font partie de ma vie aussi. Ben, moi, du coup, j'étais dans l'agricole avec elle. Fin de première, j'étais en stage et... Je sais pas, je me suis dit ça me saoule, j'ai envie de changer. Du coup
j'ai cherché une autre formation et je voulais aller travailler avec les enfants de base. Donc j'étais dans un autre lycée où je suis maintenant. Et première année, c'est les enfants, ça m'a plu. Et deuxième année et dernière année, c'est les personnes âgées. Et finalement, les personnes âgées, ça m'a beaucoup plus plu que les enfants. Infirmière, parce que je veux rester avec les personnes dans le contact, mais pas à travailler chez des personnes âgées en domicile. On ne travaille pas dans les mêmes conditions, mais moi le matin quand je mets ma blouse, je suis plus la même personne. C'est moi sans mes problèmes et sans ma vie privée. Et quand j'enlève ma blouse le soir, le travail c'est terminé. Et arrivé chez moi, j'ai pas envie d'y penser. Je pense tout le temps à mes petits vieux. Quand je rentre chez moi, je dis merde, celle-là elle était pas bien et tout, comment elle va aller cette nuit. Ouais, on y pense quand même, ouais. Moi j'essaye, moi c'est surtout j'essaye. Moi j'arrive pas à me détacher. Après c'est bien et c'est pas bien quoi. C'est le problème de notre métier aussi. On parle de notre formation et tout. Par exemple moi ma famille, quand je leur ai expliqué ce que je faisais en stage, j'ai eu une réflexion en mode dans le sens mais moi je croyais que tu torchais des culs toute la journée. Non en fait faut le relationnel avec la personne. J'y vais pas juste pour me faire sa toilette. Je sais pas, on passe une après-midi jeu de société. Puis les gens, même moi, ils m'ont dit mais à ton âge c'est pas possible de faire ce genre de choses, tu vois la personne nue face à toi. Enfin même moi la première fois que j'étais à l'hôpital et j'ai vu une personne nue, je me suis dit mais moi j'aurais du mal. C'est impressionnant quand même. Et c'est pour ça que face à nous on n'a pas des objets, on a vraiment une personne et c'est pour ça le relationnel c'est vraiment tout. Il y a trop de maltraitance. On en voit beaucoup. Mais la maltraitance physique et puis mentale, je sais pas. Après toi t'en vois plus comme t'es en structure. Vous êtes une équipe. Nous on est solo, on fait notre truc. Déjà après pour moi il n'y a pas que dans notre milieu, dans tous les milieux. Moi je l'avais appris à l'école. Ma vie on met pas, quand on arrive à l'école dans le monde du travail, quand on travaille, on met ses problèmes de côté. Donc quand on arrive le matin et on est de mauvaise humeur parce qu'on a passé un mauvais week-end ou quoi que ce soit, on peut pas le faire payer aux autres. Et surtout à quelqu'un qui est malade ou qui va pas bien, on peut pas. Tu peux pas lui rajouter une couche en fait. C'est ça, il a pas à subir ce que nous... malheureusement la maltraitance il y en a partout. Et on en voit tout le temps. Et des choses simples, juste la première chose qu'on voit tout le temps, beaucoup de soignants ne toquent pas à la porte. Et je trouve que c'est très très irrespectueux. On se balade. Ouais, ça nous arrive, je sais pas, on est peut-être venus 6 fois dans l'année. Et en gros, la première fois, on connaissait pas. Donc on est juste venus, mais il était déjà tard, il faisait un peu nuit. On commençait à faire nous. Ouais. On a un peu flippé. Et peu à peu, on s'est dit, mais non, mais il faut qu'on y retourne, il faut qu'on explore. Voilà. On peut pas rester là-dessus, quoi. C'est ça. Et donc on a découvert les 2 sanatoriums. Et maintenant, on va partout. Si là, tout à l'heure, vous voulez aller dans les caves, on n'a pas encore découvert. On tente. La tuberculose, c'est ça? Oui, je crois que ça a été construit pour ça. Ça a été construit sous forme de paquebot, 3 gros paquebots, en béton, on voit bien. Et après, c'était les nazis. Avant d'être envoyés justement dans les camps de concentration. Et sur internet, j'ai pu voir des lettres de patients, de personnes qui étaient ici, qui ont pu écrire. Et après, c'est devenu un centre de rééducation. Ouais. Oui, le centre de rééducation, c'est le seul qui est encore ouvert. Ouais. Et les 2 autres, ils ont fermé après. Et ils parlent de faire des logements.